Nous avions visité le château de Chinon le matin. Le temps était gris, le ciel bas. Du haut des remparts médiévaux, les toits d'ardoise de Chinon se perdaient dans le brouillard. Sous ces toits et dans les étroites ruelles entre les maisons, la vie s'éveillait après la nuit. Quelques bruits montaient jusqu'à nous. La Vienne, que l'on voyait au loin, semblait inerte, mais ses eaux froides abritaient un monde mystérieux peuplé de goujons, de brochets, de brèmes et d'anguilles. Du château, il restait des remparts, des tours et quelques magnifiques logis royaux. Henri II Plantagenet avait habité ici. Il régnait alors sur l'Angleterre et sur une grande partie de la France. Il appréciait la beauté du site. Son fils Jean Santerre s'était fait déloger de Chinon par Philippe Auguste, ce qui avait permis de rattacher la Touraine à la France. Un siècle plus tard, Philippe le Bel avait emprisonné à Chinon les Templiers, pour ensuite les faire brûler vifs à Paris. Au XVe siècle, Charles VII avait accueilli ici Jeanne d'Arc venue de sa Lorraine natale. Le promontoire sur lequel était construit le château était abrupt et dominait la ville de 80 mètres. C'était un coteau rocheux qui avait résisté à l'érosion de la Vienne. Le rocher était visible par endroits. Cette roche avait une couleur chaude que le gris du ciel ne parvenait pas à éteindre. C'était le tuffeau jaune, utilisé pendant des siècles pour bâtir les maisons des villages. Le tuffeau blanc, non présent ici, était réservé à la construction des châteaux. Nous quittâmes la ville de Chinon pour rejoindre sa forêt domaniale. Nous avions prévu de nous y enfoncer jusqu'au soir. La forêt était à 4 km de la ville. Nous prîmes la voiture et longeâmes les coteaux de la Vienne. Nous laissâmes la voiture dans le village de Malvaux et partîmes à pied. Une petite route gravissait le coteau et arrivait rapidement dans les vignes. Nous étions seuls. Les feuilles mortes de châtaignier faisaient un tapis cuivré qui contrastait avec le vert profond de l'herbe humide. Les vignes étaient explosions de jaune et d'orange. Nous aurions souhaité bénéficier d'un soleil resplendissant pour réaliser de belles photos. La petite route sur laquelle nous marchions avait perdu son goudron. Elle filait tout droit entre les vignes. Des bruits de chasse nous parvenaient. Des hurlements de chiens, quelques coups de feu. Cela provenait de la forêt devant nous, ou peut-être du coteau boisé sur notre gauche. Difficile à dire. Ces bruits semblaient parfois se rapprocher, ce que nous n'aimions pas. Les arbres se faisaient de moins en moins nombreux. La lisière de la forêt, sur notre droite, participait au jeu des couleurs d'automne. Les jours plus courts avaient lancé le signal, chaque feuille avait commencé à détruire sa chlorophylle pour en stocker une partie dans le bois de l'arbre et pouvoir ainsi en disposer au printemps. Cette disparition de la chlorophylle laissait le champ libre aux pigments jaunes, les flavonoïdes, et aux pigments rouges, les anthocyanes, des feuilles. Nos photos garderaient ces couleurs comme une promesse. Elles resteraient encapuchonnées de nuages bas. Au fond, n'était-ce pas mieux ainsi? La douceur de cette lumière n'était-elle pas plus poétique qu'un soleil éclatant? Cette douceur nous faisait du bien. Nous en avions besoin, comme nous avions besoin de cette poésie. Le monde avait besoin de poésie pour être réenchanté. Il nous fallait réapprendre à être sensible à ce qui nous entourait et tout particulièrement au vivant afin de ralentir son effondrement. La poésie devait se frayer un chemin dans nos sociétés avides de résultats. Elle devait équilibrer l'utilitarisme qui avait tout envahi, jusqu'à l'écologie, jusqu'à la nature à qui l'on demandait des services écosystémiques. Notre monde adepte de la performance allait dans le mur, les ressources se faisaient rares, la brutalité des politiques refaisait surface un peu partout. Les plus avisés cherchaient de nouvelles voies plus respectueuses de la vie mais ils restaient marginaux et un peu méprisés. Nous souhaitions ralentir, regarder, nous imprégner. Nous arrivions au bout des vignes. Au carrois de la lande, l'itinéraire entrait dans la forêt et partait sur la droite. Nous étions en lisière, en bordure des dernières vignes avant la forêt profonde. Et toujours ces couleurs d'automne. Depuis des siècles, la science avait façonné les sociétés occidentales. Les hommes avaient réussi à tout comprendre, à tout mettre en équation.
Un formidable progrès s'en était suivi, repoussant les maladies, allongeant l'espérance de vie, offrant au plus grand nombre confort et loisirs. Il y avait lieu de s'en réjouir. Nos sociétés occidentales avaient même réussi à encadrer le capitalisme pour en tirer les avantages sans en trop subir les excès. Des progrès sociaux considérables avaient été acquis, les inégalités s'étaient partiellement estompées. Mais depuis les années 1980, la machine s'était grippée, ou elle s'était plutôt emballée. On avait voulu libérer le capitalisme de ses entraves pour en améliorer le rendement. On avait négligé les problèmes environnementaux, niés par certains, remisés par d'autres au rang des externalités économiques à traiter plus tard. Notre monde filait aujourd'hui à grande allure vers l'inconnu. Les lignes se brouillaient. Le progrès commençait à se confondre avec l'effondrement. La voie de la performance avait atteint sa limite. Tout le monde n'en était pas encore conscient. Certains voulaient poursuivre dans cette voie. Ils restaient confiants dans le génie humain pour trouver des solutions. Fallait-il les suivre? Le débat méritait d'être posé. Nous nous enfoncions dans la forêt. Elle abritait des fougères fanées. Des arbres morts gisaient par endroits, les sous-bois étaient sombres malgré la chute de nombreuses feuilles. La route forestière partait devant nous, toute droite. Nous aurions aimé croiser un chevreuil ou une biche. Ce ne fut pas le cas. Le cri d'un pic noir retentit. Le pic noir, autrefois très rare et retranché dans les massifs montagneux, était devenu un oiseau relativement courant des forêts de plaine. La plupart des autres espèces d'oiseaux étaient en régression, le pic noir, étrangement, tirait son épingle du jeu. La performance avait conduit à la spécialisation des acteurs. Elle avait optimisé les procédés. Elle avait fait baisser les coûts. Mais loin de rendre notre économie extractiviste plus frugale, cela avait accéléré l'épuisement des ressources et l'amoncellement des déchets, paradoxe de Jevons, voire plus bas. La performance allait de pair avec compétition et brutalité. Elle broyait les plus faibles. La performance, sans doute nécessaire pour donner aisance et santé à l'humanité, avait fini par fragiliser le monde. Des champignons poussaient sur du bois mort de bouleau. Tous orientés dans le même sens, ces champignons semblaient avoir été disposés là pour qu'on les admire. La traversée de la forêt permettait d'arrêter le temps. Plus de repères sur lesquels accrocher le regard. La forêt était apaisante. Pourtant, elle aussi souffrait. Certains de ces arbres comme les châtaigniers étaient gravement menacés. Le monde animal qu'elle abritait était sous tension. Ces oiseaux, à part quelques rares exceptions, se raréfiaient. 3/4 des insectes avaient disparu en quelques décennies. Nous avancions, parfois silencieux, parfois devisants. La forêt s'arrêtait au lieu-dit Le Vorio. Difficile de dire combien de temps nous avions marché. Point de vigne à la sortie, mais une prairie et quelques maisons trapues. De la fumée s'échappait d'une cheminée, vision médiévale enchanteresse. Nous nous attendions à croiser Lancelot du lac ou Perceval sur leur destrier. Ce fut une fourgonnette blanche conduite par des chasseurs. La forêt était exploitée. Une montagne de grumes bien rangées en témoignait. L'homme puisait ses ressources dans la nature depuis des millénaires et c'était bien normal. Mais l'homme était allé trop loin dans l'asservissement de cette nature. Même l'écologie était maintenant justifiée par la nécessité de préserver l'espèce humaine. L'humanité avait à présent besoin de poésie pour lui ouvrir les yeux, pour s'affranchir un tant soit peu de la performance. Était-ce possible? Quel modèle économique mettre en place? Le défi semblait énorme. Pourtant, le monde ne pouvait pas continuer comme cela. Sur notre gauche s'ouvrait un vallon.
Les prairies y étaient grasses. Quelques parcelles labourées laissaient deviner qu'on cultivait ici des céréales à la belle saison. Les clôtures des champs étaient ouvertes. Les animaux devaient être à l'étable. L'observation du vivant offrait des pistes pour sortir le monde de cette impasse. Le biologiste Olivier Amand était de ceux qui avançaient des idées permettant d'espérer. Il constatait que, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, le vivant n'était pas performant. Le vivant n'était pas optimisé. En revanche, le vivant était robuste. La robustesse était l'antidote. La robustesse consistait à mettre en place des procédés peu performants mais redondants. Ainsi, la photosynthèse existait depuis 3,8 milliards d'années, quasiment l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années, alors que son efficacité énergétique était faible, de l'ordre de 1% à 6%. Or, les plantes munies de cette photosynthèse avaient pu s'adapter et faire face aux turbulences des temps géologiques. Cette adaptabilité des plantes était venue de la robustesse de la photosynthèse et non de sa modeste performance. De la même manière, un arbre ne puisait qu'une petite partie de l'énergie stockée sous forme de sève dans son tronc. L'arbre avait des réserves. Cela lui donnait de la marge pour résister aux sécheresses, au moins jusqu'à un certain point. La performance, au contraire, faisait la chasse aux réserves. Le sportif de haut niveau n'avait pas de graisse et ne portait rien sur lui à part sa montre connectée. L'entreprise opérait en flux tendu sans stock. L'État remplaçait le moins possible ses fonctionnaires partis à la retraite. Nos procédés industriels optimisés étaient adaptés aux conditions présentes mais difficilement adaptables aux aléas. Face aux grandes difficultés qui s'annonçaient, il allait falloir nous adapter et imiter le vivant en mettant en place de la robustesse. De la robustesse plutôt que de la performance. Ceci suffirait-il pour surmonter les épreuves à venir. Au cœur de Vallon était le village. L'église du vieux bourg avait du charme avec ses vieux ifs. Un lavoir apparaissait un peu plus loin. La lutte contre le réchauffement climatique, pour indispensable qu'elle semblait être en première analyse, posait la question de la robustesse. Les gouvernements s'employaient à trouver des solutions techniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, peu de choses étaient faites pour préserver le vivant non humain. Maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre était nécessaire. Mais les pistes envisagées semblaient tourner vers un objectif discutable, il s'agissait de tout mettre en œuvre pour conserver notre mode de vie consumériste. Les partis dits de gouvernement, l'industrie, les associations de consommateurs, sans oublier les compagnies pétrolières qui captaient et séquestraient leurs émissions de gaz carbonique. Tous semblaient convaincus du bien fondé de la lutte contre le réchauffement climatique à condition néanmoins de préserver le pouvoir d'achat et la performance économique. Tout cela se faisait en maintenant une agriculture intensive et en artificialisant les sols. Était-ce robuste pour les écosystèmes? La lutte contre le réchauffement climatique, parce que trop isolée par rapport au combat relatif aux autres limites planétaires, s'inscrivait en réalité dans une stratégie de performance et non de robustesse. L'itinéraire quittait le vieux bourg et remontait sur le plateau en direction du bois de la Brosse. La couche géologique du tuffeau se repérait sur le coteau à la présence de sorties de carrières plus ou moins condamnées. Mal orientées par rapport à l'ensoleillement, ces galeries étaient trop humides pour être transformées en habitations troglodytes. Nous avions vu de belles habitations troglodytes sur le coteau de Chinon exposé plein sud. Rien de tel ici. Difficile de dire si la robustesse nous sauverait de la catastrophe écologique en marche. Au moins avait-elle certains attraits. La robustesse autorisait la lenteur, l'erreur, l'imperfection. La robustesse était du côté de la douceur, des chemins de traverse, de la coopération, de l'échange. L'économie circulaire était robuste. L'agriculture écologique était robuste. Le langage, avec ses redondances et ses imperfections,
permettait de se faire comprendre dans presque toutes les situations. Le langage humain était robuste, à l'inverse du langage informatique qui faisait des prouesses mais qui ne supportait pas de sortir d'une syntaxe stricte. Les vignes nous attendaient sur le plateau, plus flamboyantes que jamais. Une buse se percha sur un arbre à une distance respectable. Le chemin après le solo se perdait dans les bois et les ronces. Il fallut rebrousser chemin et redescendre à la croix de bois puis remonter en haut du bois d'Arçon. Cette fin de randonnée n'était pas optimisée mais nous faisions preuve de robustesse en trouvant une solution. La fin d'après-midi approchait, le ciel s'assombrissait. 2 grives litornes étaient perchées tout en haut d'un arbre isolé. Ces grives litornes venaient du nord. Elles repartiraient en Scandinavie ou en Sibérie au printemps. Quelle perte d'énergie dans ces migrations! Mais depuis le temps que cela durait, on pouvait penser que ce phénomène apportait robustesse aux espèces concernées. La petite route sur laquelle nous marchions se dirigeait vers Cravant-les-Coteaux, que l'on apercevait en contrebas. Après la traversée de Cravant, nous arrivions dans la plaine, entre la Vienne et le ruisseau de Saint-Mechme. Les vignes étaient partout. Il restait quelques kilomètres à parcourir dans ce paysage plat. La progression était rapide. Le soir montait, le ciel s'assombrissait de plus en plus. Nous pensions déjà à la bouteille de vin blanc qui nous attendait pour le dîner. La robustesse comme solution aux aléas du monde qui venait, certainement. Pourrait-elle pour autant permettre une agriculture et une industrie suffisamment productrices pour subvenir aux besoins de la population mondiale? C'était tentant d'y croire. Mais le doute restait de mise. Un regard moins utilitariste sur le monde, laissant la place à la contemplation et à la poésie. Certainement. Cette prise de recul permettrait au moins de se poser les questions essentielles qui semblaient faire défaut. Quel monde voulions-nous, quelle place pour les autres, quelle place pour la vie? Un modeste pont nous permit de franchir le ruisseau de Saint-Mechme au pied de Malvaux. Il ne restait plus qu'à remonter dans le village pour récupérer notre voiture. Elle était là. La petite randonnée évoquée ci-dessus est une boucle dont le tracé est représenté en rouge sur la carte topographique ci-dessous. Le même tracé figure aussi sur la carte géologique faisant suite à la carte topographique. Les 2 cartes indiquent chacune à leur manière la même chose. La première partie de la randonnée parcourt coteaux et plateaux tandis que le retour, à partir de Cravant-les-Coteaux, se fait dans la plaine alluviale de la Vienne. La carte géologique indique que les terrains parcourus lors de la première partie de la randonnée sont d'âge crétacé, indice C3b, C3c, C4-6 sur la carte. Pour être plus précis, il s'agit du Turonien, C3, et du Sénonien, C4-6, 2 étages du Crétacé supérieur. Ces terrains se sont déposés vers la fin de l'ère secondaire, à une époque relativement proche de l'extinction des dinosaures. Le tuffeau dont il a été question dans le récit ci-dessus, à Chinon et au Vieux-Bourg, est une craie sableuse datant du Turonien, environ 90 millions d'années, indice C3c sur la carte géologique. On repère aisément le Turonien sur la carte géologique à sa couleur bleu verdâtre qui tranche avec le vert des autres couches du Crétacé. L'itinéraire passe également sur des terrains plus récents, datés de l'Éocène, 34 à 56 au lieu d'Ibut-au-Loup. Ces terrains sont sableux. On trouve également des limons encore plus récents, indice OE sur la carte géologique. Entre le Crétacé et l'Éocène s'est produit une extinction majeure, vraisemblablement liée à la chute d'une météorite au Mexique actuel. Il s'agit de la 5e extinction massive des temps géologiques. Cette extinction a fait disparaître les dinosaures et a permis le développement des mammifères,
plus petits mais plus adaptables. Plus robustes en quelque sorte. Pour les mêmes raisons, les petits reptiles et les oiseaux, tous cousins des dinosaures, s'en sont également sortis. Cette extinction massive de la fin du Crétacé ne se lit pas dans le paysage. Le contexte géographique et géologique. La ville de Chinon est située en Touraine, entre Tours et Angers. La région appartient au grand bassin sédimentaire parisien, voir carte géologique après la carte géographique. Chinon est situé sur le bord sud-ouest du bassin parisien. Les terrains sont représentés en vert, couleur conventionnelle pour le Crétacé. Les couches du Crétacé de la région ont été déposées au fond de ce que les géologues appellent la mer de la Craie, une mer moyennement profonde, tout au plus 300 mètres de profondeur. La craie de la Touraine est moins pure, plus sableuse que celle de Normandie ou d'Angleterre. Voir l'itinéraire de Barneville-sur-Seine pour plus d'informations sur la mer de la Craie. Les massifs anciens ne sont pas bien loin, le massif armoricain à l'ouest est à une trentaine de kilomètres, le massif central au sud-est est situé à une soixantaine de kilomètres. Ces massifs anciens sont représentés en rouge sur la carte géologique. À une cinquantaine de kilomètres au sud de Chinon se trouve le seuil du Poitou, représenté en bleu, couleur conventionnelle du Jurassique, sur la carte géologique. Le seuil du Poitou est la limite entre le bassin parisien au nord et le bassin aquitain au sud. Pour un itinéraire sur le seuil du Poitou, voir le Marais poitevin. Les deux cartes ci-dessous placent l'itinéraire dans son contexte géographique et géologique à l'échelle de la région de Chinon. La vallée de la Vienne ressort clairement sur la carte géologique grâce à la couleur grise des alluvions. De part et d'autre de cette vallée se situent des terrains représentés majoritairement en vert et correspondant aux différentes couches du Crétacé. Le paradoxe de Jevons. Ce paradoxe évoqué plus haut a été énoncé par William Stanley Jevons, en 1865. Il l'a constaté dans l'industrie du charbon. Le paradoxe est applicable à bien d'autres contextes. Ce paradoxe énonce que rendre plus performant un procédé ne conduit pas à préserver les ressources dont il dépend mais au contraire à en accélérer la consommation. L'explication est fournie par le schéma ci-dessous. Optimiser un procédé en fait baisser le coût. Il s'ensuit une baisse du prix de vente du produit associé. Il en résulte que la courbe de l'offre, prix en fonction de la quantité, est translatée vers le bas. En supposant une courbe de la demande inchangée, celle-ci vient croiser la courbe de l'offre en un point décalé vers la droite sur l'axe des abscisses, axe quantité. La quantité consommée est donc plus importante après optimisation du procédé qu'elle ne l'était initialement. Ce paradoxe se retrouve un peu partout dans l'industrie et par voie de conséquence, dans les biens de grande consommation. La notion des effets rebonds que l'on trouve fréquemment dans la littérature économique est très proche de celle développée dans le paradoxe de Jevons. Exemple, source, article sur l'IA sur le site bonpote.com, quand l'amélioration de l'efficacité d'un produit améliore son accessibilité, cela peut entraîner une augmentation de sa consommation. Par exemple pour l'IA, le coût en euros par mot généré est divisé par 10 tous les ans pour les mêmes performances. Malgré les améliorations constantes d'efficacité des puces et des algorithmes, Nvidia a expédié 3,7 millions de GPU en 2024, soit plus d'1 million d'unités supplémentaires par rapport à 2023. Parallèlement, même si l'efficacité énergétique des centres de données s'est améliorée, leur consommation électrique totale explose avec plus de centres, des centres plus gros et qui consomment plus d'énergie. Ces effets rebonds directs sont souhaités par l'industrie pour rentabiliser leurs investissements en augmentant les usages. Il y a lieu de s'inquiéter.